Toute ma solitude est contenue dans une image première, dans le clair-obscur des songes et du souvenir. Si je lève les yeux du livre pour regarder la chandelle, au lieu d'étudier, je rêve. La flamme est un monde pour l'homme seul. Alors, si le rêveur de flamme parle à la flamme, il parle à soi-même. Le voici poète. La chambre du poète est pleine de mots qui circulent dans l'ombre. À quel temps, vers quelle mémoire nous porte le songe devant ces feux qui creusent le passé comme ils creusent la cendre? Le moindre objet est pour le philosophe qui rêve une perspective où s'ordonne toute sa personnalité, ses plus secrètes et ses plus solitaires pensées. Ce verre de vin pâle, frais, sec, met en ordre toute ma vie champenoise. On croit que je bois, je me souviens. Je ne puis m'asseoir près d'un ruisseau, sans tomber dans une rêverie profonde. L'eau anonyme sait tous mes secrets. Le même souvenir sort de toutes les fontaines. L'enfance est une eau humaine, une eau qui sort de l'ombre. Que d'êtres nous avons commencé, que de sources perdues qui pourtant ont coulé. Comme je travaillerais mieux, comme je travaillerais bien, si je pouvais me retrouver en une ou l'autre de mes gravures premières. Il faut donner attention aux joies des premiers dessins. Le poète de la main rêve, crayon au doigt, sur la page blanche. La cohésion du graphite est alors sollicitée à l'adhésion par le papier immaculé. Le papier est réveillé de son sommeil de candeur, réveillé de son cauchemar blanc. La rêverie poétique, elle est déjà devant ce grand univers qu'est la page blanche. Alors les images se composent et s'ordonnent. Déjà le rêveur entend les sons de la parole écrite. Des sonorités écrites. En laissant au rêve le temps de trouver son signe, de former lentement sa signification. Main, matière, mer, mot, mer. Il y a continuité entre la parole de l'eau et la parole humaine. Il y a des mots qui sont en pleine fleur,
en pleine vie. Mais que le passé n'avait pas achevé, que les anciens n'ont pas connu aussi beau, des mots qui sont le bijou mystérieux d'une langue. Tel est le mot rivière. On comprend que le mot rivière est le plus français de tous les mots. C'est un mot qui est fait avec l'image visuelle de la rive, immobile, et qui cependant n'en finit pas de couler. L'eau tempère les autres éléments. L'union de l'eau et de la terre donne la pâte. Si la poésie doit réanimer dans l'âme les vertus de création, si elle doit nous aider à revivre dans toute leur intensité et dans toutes leurs fonctions nos rêves naturels, il nous faut comprendre que la main, aussi bien que le regard, a ses rêveries et sa poésie. Nous devrons donc découvrir les poèmes du toucher, les poèmes de la main qui pétrit. Offre des antres, des tanières, des grottes, volonté de creuser, d'aller plus profondément dans la terre. La cavité parfaite est un monde fermé. La caverne cosmique où travaille la matière même des crépuscules. Une matière d'ombre vécue dans la plus foncière des ambivalences, l'ambivalence de la vie et de la mort. La grotte est la scène où la lumière du jour travaille les ténèbres souterraines. De la cave taillée dans le roc souterrain, du souterrain à l'eau dormante, nous sommes passés du monde construit au monde rêvé. La maison, la cave, la terre profonde trouvent une totalité par la profondeur. La maison est devenue un être de la nature. Elle est solidaire de la montagne et des eaux qui travaillent la terre. La grande plante de pierre qu'est la maison pousserait mal si elle n'avait pas l'eau des souterrains à sa base. Ainsi vont les rêves, en leur grandeur sans limite. Descendons à la cave, comme au vieux temps, le bougeoir à la main. La trappe est un trou noir dans le plancher. La nuit et la fraîcheur sont sous la maison. Que de fois dans les rêves, on reprendra cette descente dans une sorte de nuit murée. Les murs aussi sont noirs, sous les teintures grises de l'araignée. La maison représentée en une estampe sollicite aisément le désir d'y habiter. On sent qu'on aimerait vivre là, entre les traits mêmes du dessin bien gravé. La fenêtre dans la maison des champs est un œil ouvert, un regard jeté sur la plaine, sur le ciel lointain, les impressions de l'être caché qui voit le monde dans le cadre de la fenêtre. Où vivent-elles, ces plantes qui viennent poser leurs larges feuilles sur le miroir des eaux? D'où viennent-elles, ces rêveries si fraîches et si anciennes? Le miroir des eaux,
C'est le seul miroir qui est une vie intérieure. Combien sont proches dans une eau tranquille, la surface et la profondeur. Profondeur et surface sont réconciliées. Plus l'eau est profonde, plus le miroir est clair. La lumière sort des abîmes. Mais qui nous dira la dimension temporelle de la forêt? L'histoire n'y suffit pas. Il faudrait savoir comment la forêt vit son grand âge. Pourquoi il n'y a pas, dans le règne de l'imagination, de jeunes forêts? Du fond de l'arbre creux, au centre du tronc caverneux, nous avons suivi le rêve d'une immensité ancrée. Cette demeure onirique est une demeure d'univers. La racine est l'arbre mystérieux. Elle est l'arbre souterrain, l'arbre renversé. En rêvant à l'arbre immense, à l'arbre du monde, à l'arbre qui se nourrit de toute la terre, à l'arbre qui parle à tous les vents, à l'arbre qui porte les étoiles, je n'étais donc pas un simple rêveur, un songe creux, une illusion vivante. La folie est un rêve ancien. En moi rêve donc une force rêvante, une force qui a rêvé jadis, dans des temps très lointains, et qui revient ce soir s'animer dans une imagination disponible. Que de fois, vivant dans une de mes gravures, j'ai cru que j'approfondissais ma solitude. J'ai cru que je descendais, spirale par spirale, l'escalier de l'être. Mais dans de telles descentes, je vois maintenant que, croyant penser, je rêvais. L'être n'est pas au-dessous. Il est au-dessus, toujours au-dessus, précisément dans la pensée solitaire qui travaille. Il faudrait donc, pour renaître devant la page blanche, en pleine jeunesse de conscience, mettre un peu plus d'ombre dans le clair-obscur des anciennes images, des images fanées. En revanche, il faudrait regraver le graveur. Regraver à chaque veillée l'être même du solitaire, dans la solitude de sa lampe, bref, tout voir, tout penser, tout dire, tout écrire en existence première.